Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes, surtout à vous toutes, pour ce nouvel épisode du Vendredi Salon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons analyser, structurer, comprendre, entreprendre la pensée politique du président de la République. Monsieur française. Emmanuel Macron lui-même. Et surtout avec sa thèse qui est un peu mythique, un peu légendaire, c'est le sujet de beaucoup de spéculations parmi les intellectuels. Une grande thèse qui s'agit à la dialectique entre Machiavel et puis Hegel. Ce n'est pas une dialectique qui est évident. C'est pas évident qu'on va comparer ces deux penseurs. Oui, il s'agit de la même profession qui est de la philosophie politique plus ou moins, mais Machiavel, je crois, selon moi, à mon avis et selon mes recherches et mes études, c'est beaucoup plus logique de faire une comparaison entre Machiavel et Thucydide, par exemple. Le réalisme. Ou le réalisme, l'école réaliste. Ou par exemple, une comparaison entre, je dirais, Hegel et Kant, l'école idéaliste. Tout à fait. Mais Macron, avec sa thèse de maîtrise, quand il était un étudiant à l'ENA, a décidé de regarder à la contradiction entre ces deux penseurs, Machiavel et Hegel, le réalisme et l'idéalisme. Et voilà le sujet de notre vidéo, c'est le pensée, le cerveau, l'esprit de le président de la République. Tout à fait. Donc, nous allons essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Nous n'allons pas juste délimiter ses actions et ses réactions à certains lapsus de temps. Surtout, ce n'est pas un abonnement ou un endorsement de ses idées ou de sa pratique politique. Nous ne le soutenons pas particulièrement et nous ne sommes pas particulièrement contre lui. Nous essayons de comprendre. C'est facile de dire il est méchant, il est gentil. C'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de comprendre, mais comment est-ce qu'il pense? C'est d'être nuancé. Il faut de la exactement. nuance, mesdames et messieurs. Il ne faut pas de haine ou de l'amour. Il faut de la froideur. Exactement. Il faut être froid dans son approche, n'est-ce pas? Il faut comprendre, tout simplement. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre comment Emmanuel Macron pense. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par vous expliquer un peu son parcours de vie. Ensuite, ses études. Ses influences, son parcours professionnel, politique, et voilà. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par son parcours de vie. Emmanuel Macron naît à Amiens, en Picardie. Emmanuel Macron va au lycée, il s'intéresse beaucoup aux lettres. Ah, c'est un homme des lettres, ouais. C'est un homme littéraire. Tout à fait. Bien sûr, il fut élevé par sa grand-mère qui était institutrice, non pas maîtresse, institutrice. Donc, elle représentait cette noblesse, ce summum, cette hiérarchie, cette verticalité du pouvoir de la République. Elle était un peu le symbole de l'ordre pour la nouvelle génération. Donc, il a été beaucoup influencé par sa grand-mère. Et si on veut regarder cela sous un aspect plutôt psychanalytique, freudien, je dirais même, n'est-ce pas? Eh bien, on peut comprendre ses penchants amoureux. Exactement. C'est un complexe idépal. De type. C'est un complexe d'Édipe, mais un peu transfiguré, un peu modifié. Comme, par exemple, dans le mythe d'Édipe, il se tombe amoureux avec sa mère, par exemple. Mais car Emmanuel Macron a été élevé par sa grand-mère, on peut noter ses influences, on peut noter comment cela lui a influencé avec ses goûts amoureux. Tout à fait. Ouais. Eh bien, ce n'est pas un étudiant de la milfologie, c'est un étudiant de la guilfologie. Nous pouvons dire ça. Beaucoup plus avancé, beaucoup plus complexe. Tout à fait, complètement. Donc, de par cela, bien sûr, notre but n'est pas de rentrer dans la vie privée d'Emmanuel Macron. Tout amour a toujours certains aspects, certaines particularités divines. Absolument. Bien sûr. Madame Brigitte Macron, la première dame de France, est élégante, charmante, magnifique. Totalement. Et surtout, a une certaine noblesse dans son approche, dans sa tenue, dans sa prestance. Ce qui est bien sûr tout à son honneur, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons maintenant expliquer que c'était sa prof de théâtre et nous allons vous dire qu'aujourd'hui, bien sûr, le théâtre n'est qu'une activité à l'école. Mais avant le théâtre, et pour les Grecs, dans toutes les écoles classiques, Emmanuel Macron a été élevé dans une école classique, dans une école catholique. Donc le théâtre, n'est-ce pas, quand quelqu'un va mal, on lui dit « get your act together », c'est-à-dire « reprends-toi ». Exactement. Eh bien, quand nous sommes face à nous-mêmes, nous avons un certain comportement, mais quand nous sommes face aux autres, eh bien, c'est un peu théâtral. Un autre, ouais. Tout le monde fait du théâtre. Exactement. Les derniers mots de Georges Pompidou avant de mourir, c'était « baisser les rideaux ». Et même il y a cette citation de Shakespeare, je ne sais pas comment le dire en français, mais
All the world's indeed a stage and we are merely players, performers and portrayers. Et voilà. Repeat it. All the world's indeed a stage and we are merely the players, performers and portrayers. Le monde n'est qu'un théâtre et nous sommes les joueurs Les et performateurs. acteurs. Voilà. Plus ou moins. Et c'est surtout relevant sur le sein politique et surtout pour les Grecs, car les Grecs qui étaient les originaires de la démocratie ont surtout dû comprendre l'art du théâtre, l'art de la séduction, de l'élocution, de l'oration. Et voilà L'art oratoire. l'art oratoire, dans le style de Cicero, par exemple. Cicero. L'art de l'imagination, mesdames et messieurs. La science de l'imagination. Bien sûr. Et en fait, tout dans le monde, mesdames et messieurs, comme nous le verrons avec Hegel, est poussé par les passions. Car les passions nous amènent à l'impulsion. L'impulsion nous amène à l'action. L'action au changement, mesdames et messieurs. Exactement. Donc, Emmanuel Macron a bien sûr fait son doctorat en philosophie. Il a beaucoup contribué et étudié avec le philosophe Ricoeur. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui était un philosophe de la théologie protestante, lui-même protestant, de la théologie nous pourrions dire, de la phénoménologie, du sens de l'histoire. C'était des gens qui donnaient un sens à l'histoire. Ouais. Pour donner un sens à l'histoire, vous allez le voir dans notre vidéo prochaine. Sur Henry Kissinger. The Meaning of History, le sens de l'histoire. Eh bien, donner un sens à l'histoire, mesdames et messieurs, c'est allier philosophie et histoire. Et c'est là où on a accès à la métaphysique, à La métapolitique. la métapolitique, la transcendance. La transcendance, il est très important pour un chef de l'État d'avoir cet aspect transcendantal. La Exactement. transcendance qui veut dire dépasser sa vie. Exactement. Dépasser sa vie. Il faut gérer pas pour les élections, mais pour les générations. Tout à fait. Et il y a même cette citation vraiment célèbre de Charles de Gaulle. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Tout à fait. Et Tout à fait. afin de prévoir, il faut un sens de l'histoire. Il faut donner un sens de Il l'histoire. faut comprendre ce qu'on représente. Un chef de l'État doit comprendre ce qu'il représente. Exactement. Plus que ce qu'il fait, ce qu'il représente. Exactement. C'est-à-dire, il représente une continuité qui est éternelle. Exactement. Éternelle. Il D'accord? n'est pas le, il n'est pas le propriétaire de son siège. Il est tout simplement Le garant. le garant. Le garant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, de par cela, Emmanuel Macron a ce côté transcendantal. Il comprend très bien qu'il y a une certaine continuité, il y a un certain aspect continu à l'histoire de France, et même à ce qu'il appelle cette pierre, cette clé de voûte. Cette clé de voûte. Ah. La clé de voûte dans une... Dans une église, une cathédrale, un dôme. Voilà, dans un dôme, c'est cette pierre qui tient. En fait, le dôme est tenu par cette pierre au milieu, qui Qui absorbe toute la pression. toute la pression. Ouais. Et si vous enlevez cette pierre, tout l'édifice tombe. Donc Emmanuel Macron avait très vite compris que le pouvoir, surtout le pouvoir en France, doit être symbolisé. Doit être symbolisé. Sacré. Car, Même sacré. pourquoi? Parce que quand nous parlons de la France, nous parlons d'un peuple qui croyait que les rois, juste en les touchant, pouvaient les guérir. Ah, exactement. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça n'est pas à nous de dire. Et ce n'est pas le sujet de la science, de la logique, non. Non. C'est quelque chose de métaphysique, de mythique. Voilà, ça relève de la science de l'imaginaire. Exactement. Donc, Emmanuel Macron avait compris que dans l'inconscient collectif des Français, il y avait cet aspect archaïque, monarchique, divin, sacré, qui devait se préserver. Mais il se préserve lui-même. C'est pas qu'il faut le préserver, mais c'est qu'il il le préserve lui-même. C'est un fait. Et c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait historique, naturel, Donc, géographique, en fait. Quand on voit, par exemple, le président de la Ve République, Charles de Gaulle, bien sûr, qui avait un aspect complètement monarchique. Charles de Gaulle qui était lui-même royaliste. Ah. Charles de Gaulle était à l'Action française, nous C'était l'oublions. son objectif politique de... Raviver le comte de Paris. Exactement. De remettre le comte de Paris, Exactement. n'est-ce pas? Ça n'a pas marché. Donc, de par cela, il a fait la Ve République. La Ve République qui donne au président de la République des pouvoirs hors normes. Extrême. Ouais. Même, il y a l'article 16. L'article 16 qui prévoit que le président de la République peut avoir les pleins pouvoirs. Exactement. Très intéressant. Très intéressant. Alors, ce que cela représente, c'est la transfiguration juridico-politique d'un roi divin, le président de la République. Ses puissances sont extrêmes. Ses puissances sont extrêmes. Et alors, la France ne lui est pas extriquée de ces conditions de la monarchie divine. Quand nous voyons, Divin. par exemple, quand nous voyons Giscard d'Estaing, quand nous voyons Chirac, Ah. quand nous voyons Mitterrand, surtout Mitterrand, nous pouvons dire Mitterrand qui avait cet aspect régal.
régalien. C'était lui qui n'en C'était- voulait pas parler à la presse. Exactement, cette éminence grise, Mitterrand. Mitterrand qui disait, est-ce que je suis socialiste? Peut-être pas. Mais je parle socialiste, n'est-ce pas? Donc, on peut voir qu'Emmanuel Macron, bon, continuons le parcours d'Emmanuel Macron, papa, n'est-ce pas? Donc, il a travaillé avec Paul Ricoeur qui l'a beaucoup influencé de par la phénoménologie, Paul Ricoeur qui avait beaucoup cette transcendance, qui avait étudié beaucoup le protestantisme, le catholicisme, et qui avait mêlé la philosophie à l'histoire, n'est-ce pas? Le sens de l'histoire, nous l'avons déjà discuté, nous avons une vidéo, comme nous l'avons dit, sur Kissinger qui va venir, sur le sens de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa thèse de philosophie sur Machiavel et Hegel. Machiavel et Hegel. Non, Intéressant, non? avant de plonger dans Machiavel et Hegel, nous allons continuer un peu. Donc, c'était un Son philosophe, parcours. c'était un philosophe, Ouais, n'est-ce pas? un homme de lettres. Et vous savez, la plupart des gens nous demandent, mais qu'est-ce que je vais faire avec un diplôme de sciences politiques ou de philosophie? Exactement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas conquérir le monde, tu vas conquérir les hommes. Parce que Exactement. la philosophie et la science politique étudient l'homme Exactement. pour dépasser l'homme. Exactement. Le but, c'est dépasser l'homme. Donc- Si vous le voyez, les officiers exécutifs de chaque corporation, ils n'ont pas des degrés, des études, ils n'ont pas fait des études de sciences ou ingénierie ou chimie ou quelque chose comme ça, ou le commerce. Scientifique. Exactement. Ils ont fait des diplômes humanistes, Oui. des arts libéraux, que ce soit la philosophie, l'histoire, la science politique, la psychologie. Oui. Ce que cela dénote, c'est que la direction d'un groupe des hommes, ce n'est pas une question de quantité ou de chiffres ou de quoi d'autre. Ce n'est pas une question de Excel spreadsheet. C'est une question de Dialectique. dialectique, de l'esprit, de le royaume intérieur. C'est une question Mm. dont la réponse est pouvoir traduire des éléments complexes. De manière simple. Exactement. La profession de la philosophie, c'est pas de inventer de nouvelles connaissances, c'est de expliquer aux gens de manière articulée ce qu'ils savent déjà, mais instinctuellement. Tout à fait, exactement, très joli. Donc, de par cela, Emmanuel Macron a étudié la philosophie, puis est devenu banquier d'investissement. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Parce que Hegel, par exemple, Hegel nous expliquait qu'il y avait un sens de l'histoire, à la courbe de l'histoire. Comme un banquier d'investissement. Hein? Comme un banquier. Exactement. Un banquier d'investissement va prendre une courbe dans le temps et va vous dire, bon, d'après cette courbe, je peux vous dire que vous devriez investir par-ci, par-là. Exactement. Emmanuel Macron, c'est la même chose. Mais pour l'histoire et la politique, n'est-ce pas? Donc, de par cela, il a pu être banquier d'investissement, n'est-ce pas? Donc, l'un vient avec l'autre. Ses camarades de classe se rappelaient même qu'il était nul en maths. Il était nul en maths, mais il savait prétendre comprendre. Écoutez, il ne suffit pas de... Pas besoin de comprendre. Il faut avoir l'air de comprendre. OK? Donc, avoir l'air de comprendre, c'est déjà le premier pas. N'est-ce pas? Donc, Emmanuel Macron avait vite compris cela. Il avait compris que le pouvoir ne résidait pas, que disait Napoléon? Le pouvoir ne réside pas. Qu'est-ce que mon trône? Qu'est-ce que mon trône à part un bout de bois et quelques bouts de soie? Exactement. Le pouvoir réside dans l'apparence du pouvoir et non pas dans le pouvoir même. N'est-ce pas? Emmanuel avait écouté Napoléon et a retenu tout ça. Donc, il a fait philosophe, il a travaillé chez les Rothschild. N'est-ce pas? Donc, il dira plus tard, bon, si j'avais travaillé à la Société Générale, on ne m'aurait pas fait tellement de problèmes. Parce que, bon, Rothschild, bien sûr, c'est un nom qui suscite toutes les perversions et toutes les imaginations Qui est entouré de tellement de spéculations. les plus farfelues, nous pourrions dire, n'est-ce pas? Mais c'était une banque. C'était une banque. Donc, il a fait banquier d'investissement et le rôle du banquier d'investissement, c'est de communiquer. Exactement. De communiquer. Donc, quoi de mieux qu'un diplôme de philosophie, n'est-ce pas? Ou de droit, même. Ou de sciences politiques, Tout à par fait. exemple. Et surtout que Hegel nous parlait de la dialectique. La dialectique qui est l'art de parler, de s'exprimer, de confronter les idées. Exactement. C'est précisément ça. La dialectique, c'est la confrontation des idées. Et surtout, dans une banque d'investissement, par exemple, il y aura toujours des conflits des idées, mais surtout des conflits des stocks, des entreprises. Pendant le cours de l'histoire, quand Hegel parle de la dialectique, il parle de la dialectique des idées.
et comment investir dans les idées. Il cherche quelles idées seront victorieuses, quelles idées seront les vainqueurs, les vainquants. Like, which idea will be the vanquishers? Exactement. Et c'est plus ou moins la même idée avec l'investissement, pendant le cours et la durée du temps. Exactement, tout à fait. Donc, de par cela, Emmanuel Macron est devenu banquier d'investissement. Donc, le rôle du banquier d'investissement, c'est pouvoir traduire une situation complexe en des mots compréhensibles de tous, n'est-ce pas? Donc, c'est tout l'art de la philosophie. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, l'un soutient l'autre. Exactement. Voilà. De par cela, Emmanuel Macron va mener une carrière spectaculaire dans tout ce qui est mergers and acquisitions, dans les fusions et les acquisitions. Et de par cela, il va se faire une petite fortune entre 2 à 3 millions d'euros. À peu près, n'est-ce pas? À peu près. Nous ne sommes pas dans son portefeuille. Mais voilà. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est une réussite professionnelle méritée. C'est de la méritocratie pure. C'est un exemple à suivre. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour chanter les louanges d'Emmanuel Macron. Il ne nous paye pas. Et d'ailleurs, s'il veut nous payer, ça nous ferait plaisir. Mais il ne nous paye pas, d'accord? Donc nous ne sommes pas influencés par quoi que ce soit. Des intérêts financiers. Voilà, nous essayons juste de comprendre. Car il faut comprendre, la politique doit rassembler, elle ne doit pas diviser. Elle ne doit pas diviser. Du moment où elle divise, elle est diabolique, car quelle est l'étymologie du mot diable? Division. Voilà. Tout ce qui divise, c'est démoniaque. Exactement. Le diable, c'est pas un méchant clown. C'est pas un clown qui va venir vous manger la nuit. Le diable est un principe. C'est un principe. Le principe de division est le diable. Tout ce qui divise, c'est le diable. Et vraiment, c'est un principe. Mais tout ce qui unit, tout ce qui est harmonieux, qui s'agit à la reproduction, c'est... Voilà. Là, nous parlons de la divinité, de la providence, de Dieu. Donc, le pouvoir politique doit unir. Emmanuel Macron a vite compris ça. C'est pour cela qu'il a fait un parti politique comme il le présente, ni de gauche ni de droite. En moins d'un an, ce qui est quand même spectaculaire, et sans programme politique. Il n'avait pas de programme politique, il est arrivé comme ça, il a de beaux yeux, une belle tête. Voilà. D'ailleurs, ça c'est ma photo avec lui. Ok. Donc, c'est un véritable photo, c'est pas de tout édité, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un véritable photo. Ça fait très joli, très joli. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de baisser le masque que vous voyez ici. Et ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Donc Emmanuel Macron est quelqu'un qui croyait vraiment à la verticalité du pouvoir. Il croyait vraiment à la transcendance du pouvoir. Il pensait vraiment que la practicalité politique, parce que regarde, son parti politique n'est ni de gauche ni de droite, et n'a pas de programme. Donc, ce n'est pas idéologique, non. Qui prêchait la fin de l'idéologie et le début de la practicalité? Qui? Machiavel. Emmanuel Macron avait compris que le temps des idéologies est mort. Est mort, parce que c'est la fin de l'histoire de Fukuyama, par exemple. Je dirais même plus que ça. Il faut arrêter de penser idéologiquement, il faut arrêter, parce que regardez, aujourd'hui nous avons deux extrêmes, ce qui est très dangereux. C'est très dangereux d'avoir deux extrêmes. C'est la source de la guerre civile, ce qui est la pire guerre possible. Dieu ne plaise. Donc le rôle d'un chef de l'État, c'est rassembler. C'est rassembler les énergies. C'est prendre toutes les énergies, je dis bien toutes les énergies, dont dispose un pays, et les rassembler pour en faire quelque chose de productif et de créatif. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais le problème de l'homme, c'est que pour la plupart des hommes, ils n'ont que cette capacité de détruire. Or, pour que l'homme ressemble de plus en plus à Dieu, il faut qu'il crée aussi. Il ne suffit pas de pouvoir détruire, il faut savoir créer. Créer, ok? Donc Emmanuel Macron va prendre toutes les énergies du pays, et il veut les rassembler, et il veut créer quelque chose, il veut se battre sur la scène internationale dans un monde qui change de plus en plus, dans une société de service. Le règne de l'agriculture française, d'une économie basée sur l'agriculture, pour lui, est terminé. C'est terminé. Voilà. C'est la fin de l'époque. Et bien que ce soit la fin de l'époque, ça ne veut dire pas qu'on va réinstitutionner le passé. L'objectif de l'histoire, ce n'est pas de réinstitutionner le passé, c'est de
réfléchir sur le passé afin qu'on peut gérer le navire de l'État vers le futur, vers l'avenir. Complètement, complètement. C'est l'investissement des stocks de l'histoire. Donc Machiavel nous explique qu'il faut être pratique et non pas idéologique. Donc Emmanuel Macron a créé son parti En Marche, EM. Emmanuel Macron, sans aucun programme politique. Il est arrivé, j'ai de beaux yeux, je parle bien, hop là, poudre de perlimpinpin, hop là, votez pour moi. Ça a marché, ça a marché, incroyable. Ça a marché parce que aussi, bien sûr, à cette époque-là, il y avait François Fillon qui a eu ce scandale avec les juges. Il y a eu, on se souvient, il a eu le soutien de Jacques Attali au début. Ça, c'est au tout début. C'était le poulain de Jacques Attali, le philosophe Jacques Attali. Il a eu, bien sûr, le soutien de François Bayrou, je pense. Bayrou. Et donc, de par cela, il s'est dressé comme étant le dernier rempart face à la montée du Front National. Donc, les gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, pour son programme. Parce que il n'y avait pas de programme. Ils ont voté pour Emmanuel Macron pour ne pas voter pour Marine Le Pen. Donc, très intéressant. Et en moins d'1 an, il a fait un parti politique et il est devenu président de la République. C'est incroyable. Spectaculaire. C'est sans précédent. Il n'y a pas de précédent. Pour ce président. Donc, c'est pour cela que nous devons analyser ce personnage. Car il n'y a pas de précédent comme ça dans l'histoire. Ok ? Son ascension est fulgurante. Donc, Emmanuel Macron, c'est l'homme des concessions. Comme certains le diraient, c'est l'homme de tout et son contraire. C'est l'homme de la compromise. L'homme du compromis, complètement. Donc, nous avons un peu parlé de ce que Machiavel nous parle, de practicalité et non d'idéologie. Mais que nous explique Hegel? Alors, pour Hegel, l'histoire, c'est une collection des combats qui s'appelle la dialectique. Ce qui se passe parfois, pas parfois, le chemin de l'histoire fonctionne comme ça. Un peuple va créer un esprit, ce qu'il appelait le Geist, the spirit, exactement. Et le Geist d'un peuple, le Volksgeist, représente une thèse. Et puis celle d'un autre peuple va représenter une antithèse. Thèse, antithèse, thesis, antithesis. Et ce qui va se passer, c'est que cette thèse et cette antithèse vont aller en guerre l'un contre l'autre. Et ce qui va résulter, c'est le synthèse. Et puis, le synthèse devient une autre thèse, et c'est comme cela que l'histoire fonctionne de manière linéaire. Son objectif de l'histoire, c'est de trouver une fin de l'histoire. Pour lui, l'histoire, c'est téléologique. Ça vient de le mot grec telos. Ça veut dire l'achèvement, la termination de l'histoire. Donc, pour Hegel, l'histoire a un sens. C'est linéaire. Donc, Hegel, nous pourrions dire, appelle l'histoire ce qu'on pourrait appeler Dieu. Mais sauf que là, Dieu ne juge pas et n'ordonne pas. Dieu est. Il juste est. Et Dieu, ou l'histoire, ou la providence, n'est-ce pas, s'empare des individus. Nous ne sommes que des outils de l'histoire. Exactement. Hegel avait vu Napoléon et il expliquait que Napoléon était l'émanation de l'esprit de son temps. Exactement. The Weltgeist on horseback. Voilà, le cavalier, si vous voulez, de l'Apocalypse, nous pourrions dire dans la Bible. Non, regarde, qu'aurait dit Machiavel de Napoléon? Que c'était un prince. Machiavel aurait dit que Napoléon n'est pas l'esprit de son temps, Mais c'est un prince de ce royaume. mais c'est la personnalité de Napoléon qui a. C'est ça l'essence de Machiavel. Pour Machiavel, l'essence, la fondation de le pouvoir, c'est la personnalité, l'individualité du chef. Exactement. Et ça, c'est très renaissance, c'est très profane. Humaniste. C'est très humaniste. Voilà. Exactement. Il se concentre beaucoup sur l'homme. Et j'avais lu un très beau passage dans le Comte de Monte Cristo. On va faire une vidéo sur ça, je vais vous le lire. Je dois vous le lire. C'est un très beau passage, mesdames et messieurs. Donc, notre vidéo sur le Comte de Monte Cristo arrive très bientôt. Et nous espérons vous voir. Bon, pas vous voir, mais nous espérons que vous nous verrez, bien sûr. Donc, j'aimerais vous le lire. « Mais dans quel but avez-vous appris tout cela ?» reprit Villefort, étonné. Monte Cristo sourit. « Bien, monsieur, dit-il, je vois que malgré la réputation qu'on vous a faite d'homme supérieur, vous voyez toutes choses au point de vue matériel et vulgaire de la société, commençant à l'homme et finissant à l'homme, c'est-à-dire au point de vue le plus restreint, le plus étroit qu'il ait été permis à l'intelligence humaine d'embrasser.
Expliquez-vous, monsieur, dit Villefort, de plus en plus étonné. Je ne vous comprends pas. Très bien. Je dis, monsieur, que les yeux fixés sur l'organisation sociale des nations, vous ne voyez que les ressorts de la machine, et non l'ouvrier sublime qui l'a fait agir. Je dis que vous ne reconnaissez devant vous et autour de vous que les titulaires des places dont les brevets ont été signés par des ministres ou par un roi, et que les hommes que Dieu a mis au-dessus des titulaires, des ministres et des rois, en leur donnant une mission à poursuivre, au lieu d'une place à remplir. Je dis que cela échappe à votre courte vue. Écoutez, c'est le propre de la faiblesse humaine aux organes débiles et incomplets. Tobie prenait l'ange qui venait lui rendre la vue pour un jeune homme ordinaire. Les nations prenaient Attila, qui devait les anéantir pour un conquérant, comme tous les conquérants. Et il a fallu que tous les deux révélassent leur mission céleste pour qu'on les reconnût. Il a fallu que l'un dît « Je suis l'ange du Seigneur » et l'autre « Je suis le marteau de Dieu » pour que l'essence divine de tous deux fût révélée. Alors, dit Villefort, de plus en plus étonné et croyant parler à un illuminé ou à un fou, vous vous regardez comme un de ces êtres extraordinaires que vous venez de citer? Pourquoi pas? Dit froidement Monte Cristo. Donc, très intéressant. Alors, il y a beaucoup de significations dans ce passage, mais tu as noté, tu as expliqué un peu Attila the Hun, Oui. le marteau de Dieu. Attila. Attila. Oui, donc, que nous aurait dit, Machiavel. excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis là. Que nous aurait dit Machiavel d'Attila le 1? Est-ce que c'est une personnalité extrême? C'est un concurrent. Exactement. Exact. Donc pour Machiavel, Attila, C'est une personnalité. c'est un conquérant parce que c'est sa personnalité qui a fait en sorte que la conquête fut C'est possible. ses vertus politiques. Mais que nous aurait dit Hegel d'Attila le 1? Que c'est une expression d'histoire. Donc donc Attila c'est pas sa faute s'il y a la conquête. C'est juste qu'il y a eu une vague Exact. et qu'à la place d'aller contre la vague, il a juste surfé sur la vague, n'est-ce pas? Ou en anglais, je ne sais pas comment le traduire en français, mais Oui. il y a cette expression era expression, je dirais L'expression d'une ère expression épopique, plus ou moins. de l'époque. Expression de l'époque. Ok. Et c'était Attila. Et alors il a pris toute cette pression historique, géographique, démographique pour aller vaincre et conquérir. Donc Attila a rassemblé les énergies. C'est ça le but d'un chef politique. Ça n'est pas de diviser, c'est de rassembler. C'est le Léviathan de Hobbes. Il faut rassembler les C'est le énergies. contrat social. Oui. Voilà, le rôle du chef de l'État n'est pas de diviser, c'est de rassembler. Il ne faut pas désigner que des ennemis comme ça pour avoir des ennemis, il faut rassembler. Très bien. Nous ne pourrions jamais le répéter assez. Donc, de par là, Machiavel aurait qualifié Attila d'une personnalité, d'une simple personnalité, mais Hegel d'une expression, d'une ère, d'une expression. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a ce clivage en lui. Ah, Il a un peu cette guerre interne. Est-ce que je suis l'expression de mon temps ou est-ce que je suis la personnalité qui influe mon temps, qui influence mon temps? Donc, c'est un mélange des deux. N'est-ce pas? exactement, exactement. Je dirais même que, selon Macron, et surtout, on est en train de spéculer, mais selon Macron, le prince doit être ce mélange entre l'expression de l'époque et la personnalité vertueuse de l'homme de l'État. Le prince est, excuse-moi, le prince est symboliquement et juridico-politiquement l'expression épopique, l'expression de l'époque. C'est un mélange des deux. L'époque va s'exprimer dans le prince, avec cette individualité, avec cette personnalité qui, avec ses vertus et ses qualités politiques, va gérer son époque. Les deux sont comme cela, je dirais. Complémentaire. Je dirais, complètement. Et on peut noter que cela a passé de plusieurs fois dans l'histoire. Prenons l'exemple de Bismarck, par exemple, qui a dû unifier On pourrait dire euh, que c'est Napoléon qui a fait l'Allemagne. la Confédération de la Reine. Du Rhin, oui, Du Rhin. complètement. Le- Et Bismarck n'a fait que par la guerre franco-prusse. Et il y a, exact, 1870, il y a cette expression dans la politique comparative qui dit que
l'État a fait la guerre et c'est la guerre qui a fait l'État. La guerre, c'est essentiel pour la création de l'État. De manière physiquement, car la guerre est tellement exigeant pour un État. Rien de mieux qu'un ennemi commun pour unir les hommes. Exactement, car la guerre faut un système bancaire, de finances, de l'industrie, les institutions, et car c'est cela la dialectique. Le clash entre la thèse et la antithèse qui résulte à la synthèse, C'est pour la cela guerre. que la confrontation est Exactement. très importante. Les guerres napoléoniennes n'étaient que la dialectique entre le libéralisme et l'aristocratie. Le La libéralisme... terre et le commerce. Exactement. Rome et Carthage. Exactement. La guerre froide, c'était la dialectique entre le libéralisme et le communisme. Sparte et Athènes. Totalement. C'est. C'est une dialectique. Donc oui, ce sont deux conceptions philosophiques. Et Alors, voilà comment se passe l'histoire. Deux philosophes vont avoir un clash. un clash, et puis leurs le monde va se descendants... battre. Ah ben exactement. Et puis leur prochaine génération, leurs descendants Ouais. vont se battre. Mais attendez, mais attends. Mais en plus, on peut pas dire que l'un a raison, l'autre a tort. Les deux ont raison. Exactement. Les deux ont raison. La guerre se passe quand il y a droit contre droit. La guerre se passe quand il y a deux personnes qui ont raison Exactement. et qui se battent. Et de cette bataille surgit le principe. C'est comme moi et Nikita. Regardez, moi et Nikita, on parle. C'est une dialectique. On a tous les deux raison, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui sort de notre clash? Des principes que vous arrivez à déchiffrer. Vous comprenez? Thèse, antithèse, synthèse. Vous Le êtes salon. notre synthèse. Vous êtes notre synthèse. Mais Vous êtes regardez, le produit de l'histoire, de la dialectique. Je voulais vous dire d'ailleurs, vous devez aller liker cette vidéo parce c'est beaucoup de travail. C'est obligatoire. Vous devez comprendre. Cette vidéo, c'est des jours, des semaines, et je vais même vous dire des années de travail. Des années. Donc, pour arriver, comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons aucune note. Donc, tout ce qu'on vous dit, Zéro note. c'est inné. C'est l'expression de nos esprits. Donc, Totalement. de par cela, nous voulons des likes. Vous devez aller liker, vous devez cliquer la vidéo like, ok? Vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner à la vidéo. Vous abonner à la vidéo. Liker la vidéo. Vous devez partager la vidéo avec vos amis, avec votre famille, avec tout le monde, vos ennemis même. Vous devez liker, je le répète, vous devez liker la vidéo, vous devez Premièrement. vous abonner et vous devez partager. Parce qu'on a fait beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail pour vous offrir cette qualité. Mais c'est notre plaisir, car vos plaisirs sont nos nos désirs. désirs. Et vos espoirs, sont nos demandes. précisément. Oui, mais quand même, vous allez liker. Et puis, vous allez nous envoyer de l'argent d'ailleurs. Quelques millions de dollars, Voilà, ça suffisait. 10 euros, 20 euros, ça c'est... Vous allez vous acheter un McDo. Ce qu'on veut, c'est, voilà, de bonnes sommes, de bonnes, comment vous dire, des sinécures. Nous voulons des sinécures. Nous voulons, voilà, sinécure, définition du mot sinécure. Un travail qui requiert, une position qui requiert le moins de travail possible. Voilà, donc, de par cela, nous voulons que vous nous financiez, et, tout en sachant que votre financement n'affectera en rien notre travail. Et c'est tout, ok? Donc, vous allez liker déjà, vous allez liker. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez liker, vous allez vous abonner. C'est bon. Bon, voilà. Donc, ensuite, Emmanuel Macron a donc été influencé par deux philosophes, Machiavel et Hegel. L'un pensait que la personnalité affectait l'histoire, l'autre pensait que l'histoire s'en prenait prenait la personne et formait la personnalité. Exactement. Et- Possède. Le Weltgeist possède la personnalité. Prend possession. Prends possession Ouais, de voilà. la personnalité. Prends possession. Donc, très bien. Donc, il est tiraillé entre ces deux faits, n'est-ce pas? Et il joue sur l'inconscient des Français, de la monarchie, du symbolisme de l'État, de la force de l'État, Le Geist, de l'esprit. l'émanence, de la continuité. Et en fait, parlons-nous de cette idée de Geist, de l'esprit. Car, et l'idée de la nation, ce qui est une idée abstraite, car, pensez Charles de Gaulle. On va parler de Charles de Gaulle, oui. Une nation, c'est une idée abstraite. On ne peut pas toucher une nation. Une nation, c'est une collection des symboles, des chansons, des rituels, des à fait. idées, un certain culte, un certain récit national. On peut pas toucher une nation. Une nation, c'est un esprit. C'est un royaume intérieur. Exactement, c'est un Donc, royaume intérieur. qu'est-ce qui rassemble un Picard d'un homme du Midi, de la Méditerranée, pour aller sauver l'Alsace-Lorraine? C'est le royaume intérieur. C'est le royaume intérieur, Exactement. n'est-ce pas? Exactement. C'est le royaume intérieur. Donc,
Hegel nous explique que les hommes sont gouvernés par des esprits. Quand on vous dit des esprits, c'est pas des fantômes, n'est-ce Non. pas? C'est pas Merlin le magicien. C'est des idées. C'est l'immatérialisme. C'est immatériel. Immatériel. C'est l'immatériel. Voilà, c'est le royaume immatériel. Donc, quand on vous dit des idées, quand on vous dit un esprit, c'est pas un fantôme. Ok? Ils ont perverti l'essence des mots aujourd'hui. Il faut se rappeler. Un esprit, c'est juste une idée commune. Cette idée commune va trouver une émanation en un homme, ce qui est normal, ce qui est complètement normal. Ok? Donc, cette émanation de cet homme va donner un sens à l'histoire. Un sens. Napoléon a donné un sens à l'histoire. Exactement. C'est même pas Napoléon qui a donné un sens à l'histoire, c'est l'histoire qui a donné un sens à Napoléon. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai trouvé le courant de la France, je sais pas, Par terre, par terre, je l'ai ramassé et avec mon épée, je l'ai ramassé. Tout à fait. Alors, même Napoléon, qui a été l'expression de l'époque, qui était l'épée de ce mouvement libéral, qui a détrôné les monarchies de l'Europe, lui-même, il a dû comprendre qu'il a dû émuler la sacralité de la gouvernance de la France. Tout à fait. Donc, on a eu des tyrans. C'est quoi un tyran? On l'a expliqué dans notre épisode sur Fustel de Coulanges, Un tyran, c'est quelqu'un... qui est le gérant de l'État, mais il n'est pas versé dans le culte, dans ce qui est sacré. le mythe. Donc, on a vu comment Exactement. Robespierre a essayé d'être chef de l'État sans aucune notion du sacré. Hein? Ok, hop, guillotiné. Ok. Donc, nous avons Charles de Gaulle, nous avons François Mitterrand, nous avons Chirac, Sarkozy. Bon, Hollande, il a essayé, mais il a mal essayé. Et Emmanuel Macron, qui essaie d'avoir une certaine impression du sacré, Exactement. une personnification du sacré. Car le président de la République française ne peut pas être un super premier ministre. Il doit être quelque chose de transcendantal, quelque chose qui est au-dessus des clivages politiques. Comme on a déjà expliqué, le président de la République, c'est tout simplement une transfiguration juridico-politique de l'esprit de la monarchie française. Tout simplement. Tout simplement, ses puissances constitutionnelles sont extrêmes. Extrêmes. Le président de la République, je dirais, est encore plus puissant, a encore plus de pouvoir que le roi de l'Angleterre. C'est un siège Constitutionnellement. Constitutionnellement. C'est un siège encore plus puissant. Article 16. Article 16. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a compris très bien qu'en France, c'est l'État qui a fait le pays et non le pays qui a fait l'État. Exactement. Et ça, c'est une différence philosophique entre deux hommes dans l'histoire qui sont... Hegel et Marc-Duval. Non. Non. Dans l'histoire de France. Dis-le-moi encore une fois. Non. Tu vas me dire. Ok. Clovis? Non. Non. Il y a deux hommes qui ont eu, à une certaine partie de l'histoire, deux hommes ont dit, c'est le peuple qui a fait l'État, et un autre a dit, non, c'est l'État qui a fait le peuple, et donc je vais prendre l'État avec moi et je vais aller à Londres. C'est qui? Charles de Gaulle et Georges Pétain. Philippe. Jean-Philippe Pétain. Yes. Philippe Pétain. Philippe Pétain. Donc excuse-moi. Philippe Pétain a dit, ouais. moi je reste en France parce que c'est le peuple qui a fait l'État. Exactement. Charles de Gaulle a dit, moi je quitte la France parce que l'État est indépendant du peuple. Alors, Charles de Gaulle a quitté la France, pas car il avait peur. He was not a coward, non? Bien sûr. C'est car il savait que l'esprit français, la nation française, c'est quelque chose de métaphysique. C'est quelque chose de royaume intérieur. Et voilà la raison pourquoi la France est vraiment assimilationniste. Donc, le premier roi de France n'était pas français. Par exemple, le fondateur de ce royaume n'était pas français lui-même. C'était... Oui. Continue, s'il te plaît. Exactement. Oui, Alors, tout à fait, tout à fait. Donc, le roi de France, le premier roi de France, disons les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Disons les choses comme elles sont. Le Exactement. premier roi de France, Clovis, n'était pas un Fier-Sicambre. Français. Qu'a dit l'évêque Rémy à Clovis lors de son baptême? Fier-Sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Et là, Clovis, de par les beaux yeux de Clotilde, Wow. cette jolie Française, étymologiquement, nous pourrions dire qu'il a simpé, n'est-ce pas, face à cette tendre et douce Clotilde, et il a adopté le Dieu de Clotilde qui lui a donné la victoire. La France a le génie de l'Église catholique. La France conquiert même le conquérant. La France Exactement. assimile. Exactement. Même le fondateur de ce royaume n'était pas lui-même français. Il était un barbare, c'était quelqu'un de descendance germanique. Mais, comme tu as déjà noté, l'Église a la puissance de conquérir même le concurrent.
Et c'est quelque chose de vraiment puissant qui parle à cette abstraction de la notion de la nation. Et alors, comme par exemple, quand Charles de Gaulle a quitté, il savait que le concept de la nation française, c'était quelque Tout chose à fait. de métaphysique, de mythe. Donc en France, la France est une conquête de l'Église. Donc quand Charles de Gaulle va à Londres, n'est-ce pas? Quand il va à Londres, n'est-ce pas? Que disait Louis XIV? C'est moi l'État. L'État, c'est moi! Ce qui est une idée vraiment machiavélique. Ce qui est une vraie idée vraiment machiavélique, car pour Machiavel, le prince doit être la personnification des droits, de la coutume, des institutions, de chaque aspiration de son patrie, de son ville. Et voilà. Mais c'est de par cela hegelien, car il y a un sens du sacré, il y a une émulation, exactement. il y a une expression de l'histoire qui est personnifiée en la personne du roi, mesdames et messieurs. Exactement. Donc, la France, c'est moi. Charles de Gaulle a pris l'État et est allé à Londres. La France, l'État a fait l'Église. La France est une conquête de l'Église. C'est l'État qui a fait le peuple et non pas le peuple qui a fait l'État. De par cela, l'État est indépendant géographiquement et même humainement. Exactement. Alors, on a commencé cette vidéo avec la notion que c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange faire une comparaison, faisons un dialectique entre Machiavel et Hegel. Car pour Machiavel, ce qu'il priorise, c'est la personnalité, les vertus, les qualités individuelles du chef. Mais pour Hegel, c'est regardons l'histoire comme une force de nature, comme un vague, comme quelque chose une accumulation de l'esprit, de la logique. Alors comme on a noté, c'est bizarre de mélanger les deux. Mais en considérant l'exemple de quelqu'un, par exemple, par Charles de Gaulle, qui a bien compris cette notion que la nation, c'est quelque chose d'abstrait. Mais de toute façon... Quand nous disons abstrait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Non. Parce que ce qui est dans votre tête existe. Mais en fait, ce que Hegel note aussi, c'est que ce qui se passe pendant l'histoire, c'est ce qui est abstrait devient concret. Afin qu'il existe un royaume extérieur. Pour créer un royaume extérieur, il faut tout d'abord avoir et développer le royaume intérieur. Au début, qu'est-ce qui fut? Le mot. Exactement. Au début fut le mot. N'est-ce pas? Donc, regardez. Ce qui existe dans votre tête, n'est-ce pas? Parfois, les gens disent « Oh, mais non, mais c'est dans ta tête. » Oui, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça n'existe pas dans le monde matériel. Ça existe dans le monde immatériel. Et le monde immatériel existe. Il existe. C'est parce que si ça n'existe pas, ça ne serait pas dans votre tête. N'est-ce pas? Très bien. Donc, Emmanuel Macron est tiraillé, ou plutôt a trouvé l'équilibre entre ces deux conceptions, ces deux notions de l'histoire. Entre la personnalité qui fait l'histoire et l'histoire qui fait la personnalité. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour soutenir Emmanuel Macron qui n'a pas besoin de notre soutien. Nous ne sommes pas là pour châtier, punir ou... voilà, nous ne sommes pas les cavaliers de l'Apocalypse. Mais nous sommes là pour analyser et comprendre, tout simplement, au-delà de l'idéologie, au-delà du bien et du mal, comme dirait Nietzsche. Nous sommes là tout simplement pour faire les intéressants et par là dire certaines choses qui pourraient servir à nuancer. Il faut nuancer de par nos jours. Il faut nuancer, c'est très important de nuancer. Il faut arrêter ce manichéisme, mesdames et messieurs, qualifier le bon et le mal. Non, il faut nuancer. La vie n'est pas noir et blanc. Il faut aller au-delà de la bonne et la mal. Voilà. Nice. Donc, de par cela, je pense que nous avons fait un peu le tour des influences d'Emmanuel Macron. Tout ce qui a pu l'influencer, tout ce qui a pu... Je dirais que c'était pour moi, personnellement, une expérience vraiment enrichissante. Comprendre cette dialectique entre ces deux penseurs. Ils ont des regards, un aspect vraiment contraire, mais qui se mélangent de manière vraiment nuancée, sophistiquée. Je dirais le clash de ces deux philosophies crée des principes qui sont essentiels pour un chef d'État. Voilà. C'est un peu comme l'empiricisme et le rationalisme, n'est-ce pas? C'était ça. Donc, je ne veux pas vous lecturer sur Emmanuel Kant, mais c'est ça, l'idée de la phénoménologie, c'est la réconciliation de l'empiricisme et le rationalisme. Donc, c'est-à-dire, vite fait comme ça. Okay. Le rationalisme, c'est quand l'homme affecte son environnement. Exactement. L'empiricisme, c'est cette idée que c'est l'environnement qui affecte l'homme. Bon, quelle est la vérité? Je dirais le juste milieu. Le juste milieu. Oui, l'environnement affecte l'homme, et oui, l'homme affecte l'environnement. Oui, oui, le chef d'État affecte l'histoire. Et oui, l'histoire affecte le chef d'État. Voilà, donc nous avons trouvé le juste équilibre. Nous avons trouvé le juste équilibre.
Et c'était un très joli épisode dans la tête d'Emmanuel Macron. C'était très inspirant, très confortable, magnifique. Likez, abonnez-vous, dansez, chantez, donnez-nous de l'argent. Et voilà, c'est tout, mesdames et messieurs. Et de par cela, trêve de poudre de perlimpinpin, et juste adonnez-vous au plaisir et aux jouissances de la vie, de la culture et de l'amour et de la nature. Voilà qui je suis, et voilà mes amis. Aujourd'hui, c'est fini. Je me donne seulement cri, mais voilà, tant pis.